suis-je? Vous avez raison. Je vais aller me reposer. Oui, j'ai des bagages. Ils sont dans ma voiture. Mais laissez tomber. Nous verrons ça plus tard. Vous avez besoin de mon nom, peut-être? Si quelqu'un m'appelle? Ah, vous l'avez déjà noté. Vous avez raison. Je vais aller me reposer. Je vous dis qu'il y a un nouveau. Ben non, je n'ai rien entendu. Normal, vous êtes aussi sourd qu'une batterie de cuisine. Pardon? Vous voyez, Raphaël, on vient d'arriver, n'est-ce pas? Ah, vous m'avez bien semblé. Vous l'appelez Raphaël, vous? Moi, je l'appelle Gabriel. Et il vous répond. Naturellement. Donc, nous avons raison tous les deux. Certainement pas. Gabriel, vous appelez-vous Raphaël ou Gabriel? Pourquoi ne pouvez-vous pas supporter que nous ayons raison tous les deux? Parce que je dis une chose et que vous en dites une autre. Eh bien, La vérité est nécessairement l'une ou l'autre chose, mais pas les deux. Ou bien, ou bien. Ou bien vous avez raison et j'ai tort, ou bien j'ai raison et vous avez tort. je vois. Votre vérité ne peut tolérer la mienne. Évidemment. Je vois. Comme une femme mariée, ça ne se partage pas. Je n'ai jamais partagé un président avec qui que ce soit. Je vous crois, d'autant plus que vous m'avez montré sa photo hier. Pardon? Vous m'avez montré sa photo hier. Avez-vous vu le doctoresse aujourd'hui? Moi, toujours pas. J'avais pourtant formulé une demande de rendez-vous aujourd'hui et l'on n'y a toujours pas répondu. Est-ce qu'on peut traiter les gens de la sorte? Je vous le demande. C'est totalement inadmissible. Des dossiers précis et exhaustifs ont été formés sur chacun d'entre nous. Le doctoresse devrait savoir à qui il a affaire. Croyez-vous que ce docteur soit seulement compétent? Je constate qu'à notre époque, on forme les médecins en dépit du bon sens. On les truffe de connaissances comme on gave une dame de Noël, mais on ne leur apprend pas l'essentiel. Les usages. Avec cette médecine moderne, on n'a plus affaire à des gens cultivés, mais seulement à des barbares qui détiennent des informations. Alors, n'êtes-vous pas de mon avis? Naturellement. C'est la pourriture de cette génération. Ils n'ont jamais eu faim ni froid. Ils n'ont jamais connu la guerre. Ils ont le cul dans le beurre depuis leur naissance. Alors, n'est-ce pas? Président, appréciez-vous les réponses que je donne à vos questions? Pardon? Est-ce que vous aimez mes réponses? Qu'est-ce que vous me chantez là? J'apprécie beaucoup votre conversation. Mais taisez-vous lorsque je parle. Le bruit que je fais en lisant ne vous dérange pas? Pardon? J'ai bordé 4 fois mon lit, astiqué 5 fois la lavabo, défroissé mes rideaux. Je sais vraiment plus quoi faire de moi. Vous n'auriez pas des petits travaux? Je sais pas, des boutons à recoudre? Il n'est pas défait votre onglet? Madame, avez-vous été reçue par le doctoresse? Non, j'avais demandé pourtant. C'est inadmissible! On nous traite comme des femmes de ménage! Président, il s'est pas trompé, monsieur. Je suis bien femme de ménage. Ah! Monsieur le Président, personne n'a de recommandation ici. L'égalitarisme, je suppose. La lèpre républicaine s'est infiltrée partout. On ne considère plus qui est qui. La valeur d'un homme n'a plus d'importance. Pour moi, ce qui fait la valeur d'un homme, c'est qu'il est un homme. Rien d'autre. Sottise, dangereuse sottise. Monsieur a raison. On ne peut tout de même pas comparer un président et une femme de ménage. Ah, vous voyez, même elle le reconnaît. Et chère madame, quelle est de votre point de vue la différence entre un président et une femme de ménage? Si, j'insiste, pour instruire notre ami et le doctoresse, s'il nous entend. D'abord, c'est une histoire de bureau. Un président salit le bureau, une femme de ménage le nettoie.
Et puis, c'est une façon de parler aussi. Un président cause à tout le monde comme s'ils étaient de la merde, alors qu'une femme de ménage, comme si c'était elle la merde. Continuez. Un président, ça a tout un attelage de titres qui ronfle devant et derrière son nom. Monsieur le Président Truc, directeur général de la Société immobilière des actions bidules, membre du conseil d'administration de choses, officier de la Légion d'honneur. Une femme de ménage, ça n'a que son nom, et même pas. Ça va faire très vite, faut garder qu'un prénom. Et encore, ça a intérêt à s'appeler déjà Marie, sinon, vu que les patrons n'ont pas de mémoire, ça deviendra très vite. Effectivement, il est étonnant que malgré ces essentielles différences, le doctoresse ne vous ait toujours pas reçu. Bonjour, je suis Julien Portal. Bonjour. Laissez-moi vous présenter Madame Martin, Marie Martin. Marie, comme par un fait exprès. Monsieur le Président Delbecq et moi-même, Maj Rajapur. Excusez-moi, je vais peut-être vous paraître stupide. Je ne sais pas très bien comment je suis arrivé ici. Je ne me rappelle pas avoir réservé une chambre dans cet hôtel, mais cependant, lorsque je suis arrivé, mon nom était inscrit sur le registre. Où est le responsable? Et où sommes-nous exactement? Qu'entendez-vous par exactement? Quelle ville? Quelle route? Je n'en sais rien. Comment? Vous venez aussi d'arriver? Oh non, je suis le plus vieux pensionnaire de cet hôtel. Je me suis installé ici il y a 6 mois. S'il vous plaît, je me sens l'esprit très confus ce matin. Je n'arrive pas à me faire comprendre. Comment s'appelle l'hôtel? Vous avez eu un accident de voiture? Oui? Non? Je ne sais pas. J'étais sur l'autoroute, oui, il faisait nuit. Même si j'avais bien arrosé mon repas, je contrôlais parfaitement ma voiture. Pas rodéo, le dernier modèle, la C6. Vous connaissez? Je ne distingue que 2 sortes de voitures. Celles qui ont une pancarte taxi sur le toit et celles qui n'en ont pas. Je roulais vite, oui, mais j'étais maître de mon véhicule. Je rentrais chez moi. Quelqu'un vous attendait? Non. Faut toujours avoir quelqu'un qui vous attend. Seul moyen d'éviter les accidents. Je n'ai pas eu d'accident. Je n'ai pas eu d'accident. Je n'ai pas eu d'accident. J'ai dû me rendre compte que je somnolais lorsque je suis entré me reposer dans ce motel. Un motel? Qu'il est drôle! Un motel! Vous avez raison, Emmanuel. Ce n'est pas gentil de se moquer. Vous l'appelez Emmanuel? Pouvez-vous m'aider? En vérité, croyez en mon expérience. Vous n'avez qu'un seul moyen de comprendre où vous êtes. C'est de demander à chacun d'entre nous ce qu'il faisait juste avant d'entrer ici. Si ça peut vous aider. C'est absurde. Pas d'autre moyen. Il a raison. Demandez-moi. Mais demandez-moi avant de dire. Il m'a demandé. Marie. Mes parents, ils m'ont appelée Marie. Fichue bonne idée, ça. J'ai torché et torchonné toute ma vie. Ils m'ont collé le nom de Marie sur le front parce qu'ils savaient que le balai, l'éponge et la serpillère, ça allait être mon rayon. Papa, il était ouvrier agricole. Bélin, très brun, très poilu. Rasé de près le matin et déjà bleu à midi. Et ça, vous savez ce que ça veut dire? Tous ces poils qui poussent, qui percent, c'est la force de l'homme. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sperme à l'intérieur. Ça veut dire qu'il veut baiser tout le temps. Maman, elle fondait un petit frère et une petite sœur tous les printemps. Il y en avait 12 derrière moi. Alors, il fallait que j'aide beaucoup parce qu'elle était toujours un petit peu fatiguée. Heureusement, comme le 13e, Pascalito, n'est venu pas bien normal, qu'il avait une face éclatée de tournesol et qu'il faisait rien à temps comme les autres, les parents, ils ont dit partout que ça venait de ce qui était tombé du char de betterave. Et papa, il a mis la capote. Moi, je pense que maman, en force, elle avait dû casser le moule. Mais raccourcissez, enfin, raccourcissez. Je sais pas, vu qu'on ne l'ait jamais causé, quand par un sac cause, je peux plus m'arrêter. Bref, toujours est-il que je torchonnais du champ du coq jusqu'au petit mot du dernier et que j'avais jamais une seconde à moi pour rêver. Ce qui fait que, pour mes 18 ans,
premier gars qui m'a un peu touché la culotte au bal, je l'ai laissé me coller dans sa vieille tôle et que j'ai quitté la maison pour emménager avec lui et ma petite. J'avais choisi parce qu'il ressemblait à papa. Question si c'était un pilote. Mais papa, il travaillait lui et il pouvait nourrir tous ses enfants. Tandis que moi, le mien, il était bon à rien. Le poil, il l'avait dans la main aussi. Fainéant comme ça. C'est qu'on est mort normalement. Et blanc. C'était reparti. J'ai dû refaire des ménages pour le nourrir, lui, puis les deux autres après. J'ai eu le défi, je suis bonne qu'à ça. Et en retour, même pas un merci. Rien. Ni un câlin, ni un saut de moi dessus. Rien. Ça non plus, il n'avait pas le courage. C'est vrai qu'un peu de chiennerie, même si c'est bâclé, ça fait que la femme se sent toujours une femme. Mais abrégé, Je sais pas, je vous dis. on vous demande la fin, pas le début. Il n'y a rien à raconter dans ma vie. Alors, quand je raconte tout. Fallait pas me demander. Bref, toujours est-il qu'un jour, il est parti chercher du tabac, et puis qu'il n'est jamais revenu. Ce qui n'était pas plus mal. Enfin, ça m'a pas aidé à me sentir plus belle. Mes filles ont grandi. Je sais pas qui elles tenaient ces fois-là. Peut-être de leur grand-père. Toujours est-il. Elles avaient le feu au cul. C'était pas inimaginable. Elles changeaient d'homme plus vite que les culottes. Et que j'ai eu tous les problèmes du monde à y mettre en ménage et à les faire arrêter de nourrir le saucisson. Il y a un mois, j'ai enfin pris ma retraite anticipée. Toute ma vie, je m'étais dit que mon dernier patron, le dernier jour, j'y dirais merde. Au lieu de ça, en rangeant mes balais et mes peines, j'ai été prise de frissons. Et tout d'un coup, comme ça, au milieu d'un salon qui était même pas chez moi, j'ai valdingué les 4 fers en l'air sur le tapis. À l'hôpital, ils ont été très gentils. J'en revenais pas que ça soit si bien l'hôpital. Tout propre, tout blanc, sans que ce soit moi qui gratte et qui torchonne. Les repas préparés, les jeunes gens souriants. Je crois que les plus beaux jours de ma vie, je les aurais passés à l'hôpital. Ils m'ont dit que j'avais le cœur fatigué, usé. Ils m'ont prescrit une maison de repos. Quand je suis entrée là, dans un ancien château, la Ferronnière, au milieu d'un parc, avec tout le monde qui faisait attention à moi, qui me servait d'une madame, en petit, en voilà, j'ai vraiment eu l'impression d'être devenue une princesse. Même le jardinier, tous les matins, m'apportait une rose dans ma chambre, en me faisant bien bas une révérence qui pendue, j'en devenais toute rouge. Hier, je suis descendue dans le grand escalier en m'accrochant bien à la rampe. Je me suis dit qu'ici, enfin, j'étais bien, que j'allais enfin pouvoir réfléchir à tout ce que j'avais pas eu le temps de penser. La vie, la mort, Dieu, tout ça. J'ai eu le sentiment que j'avais les yeux et les poumons qui se dégageaient, qu'une nouvelle vie allait commencer. Ça vibrait autour de moi comme si j'entendais la respiration des choses. Je me suis dit, ça doit être ça, être heureuse. Et blanc. Blanc, J'ai refait une attaque. et depuis, Je suis là. c'est une clinique ici. Ce n'est pas un hôtel. Attendez. À vous, cher président. Je serai bref. Mon dernier souvenir, avant de me retrouver ici, remonte à avant-hier. Je sortais de chez moi, comme chaque matin, à 8 heures pétantes, et j'ai poussé la grille. J'ai aperçu un cycliste qui roulait sur le trottoir. C'était un jeune, naturellement. Il a agité le gros lot ridicule de son vélo, et j'ai pensé, ce petit crétin va s'arrêter, il n'a pas le droit de rouler sur le trottoir. J'ai fait 2 pas, puis je me suis senti soudain soulevé, projeté contre un banc, et j'ai senti que mon crâne heurtait l'angle de pierre. Et voilà. Il venait de la gauche. Évidemment, Vous êtes une victime du règlement. j'ai toujours respecté toutes les lois. C'est ce décérébré sur pédale qui ne les a pas suivies. Et vous? Vous médiavétique. Mais où sont les médecins, les infirmiers? Pourquoi nos chambres ne sont-elles pas équipées d'appareils pour les soins? Nous ne nous trouvons pas dans un hôpital. Enfin, nous ne sommes pas aux urgences. Réfléchissez. Quel couloir êtes-vous? Le couloir A ou le couloir B?
Celui-ci, Couloir V. Donc vous n'avez pas eu d'accident? naturellement, c'est bien ce que je vous disais. Je n'ai pas eu d'accident. Mais que signifie couloir A et couloir V? Vous allez sans doute rencontrer le docteur S. Vous me dites que nous ne sommes pas dans un hôpital, et cependant, il y a un docteur. S, le docteur S. Je veux le voir immédiatement. Ah, mon cher, on ne rencontre pas le docteur S comme ça. Oui, il suffit même de le vouloir pour ne pas le pouvoir. Vous êtes sûr de ne pas vous être balancé exprès contre votre platane? Quel platane? De quoi parlez-vous? Non, vous ne comprenez pas? Avec tout ce que nous nous sommes dit, crise cardiaque, accident de la route, coma, vous ne faites pas le rapprochement entre nos derniers souvenirs. Vous voulez dire que... Nos derniers souvenirs sont malheureusement tous des derniers souvenirs. Alors c'est ici? Nous sommes morts? Mort? Je suis mort? Et répondez, nom de Dieu! Je suis mort et cela vous fait rigoler! Remarquez que si vous l'êtes, nous le sommes aussi. Je suis tombé chez les fous! Je ne reste pas une seconde de plus ici! On ne peut pas appeler cet ascenseur. Très bien, je prendrai l'escalier de service. Il n'y en a pas. Vous êtes fous à enfermer, vous! C'est fait. C'est toujours aux enterrements que je pique pourrir. Je le trouverai! Il doit essayer. C'est normal qu'il n'y croit pas. Il ne s'est pas fait partir. La première nuit ici, j'ai même essayé de creuser le sol de ma chambre. C'est scandaleux! Pas d'issue et des fenêtres en pâte qui ne s'ouvrent pas. Si vous ne m'indiquez pas immédiatement la sortie, je brise les vitres et je me jette de l'étage. Naturellement. Vous avez dit qu'il y aurait de la casse. J'aime pas qu'on casse. Ça vous fend le cœur. Des pauvres objets qui sont pour rien. Ouais, c'est l'importance. Ça doit être une déformation professionnelle. Dans le ménage, on est tellement habitué à rester seul dans les maisons et à prendre soin des choses, on finit même par leur parler. Quand on frotte l'argenterie, on pense qu'on y fait sa toilette. Quand on met de la cire sur une table, on a l'impression de la nourrir. Et quand on casse, on a l'impression d'avoir fait mal à une personne. On s'excuse, on bredouille, on porte les débris à la poubelle en se sentant coupable. C'est insensé. Les vitres ont résisté. Je me trouve en prison ou quoi? Cet endroit n'est pas réel. Vous n'y êtes pas entré de votre plein gré, vous n'en sortirez pas de votre plein gré. Allons. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Il commence à réaliser. Pourtant, je suis vivant. Bien vivant. Oh, vous avez déjà vécu des situations plus étranges. Dans vos rêves, vous êtes vivant, vous avez un corps aussi. Vous vous baignez dans une eau bleue, et cependant, vous êtes nu dans votre lit. Je vis. Pour vous le prouver, il faudrait vous tuer. Oui, si vous réussissez, cela prouverait que vous êtes bien vivant avant. Par contre, si vous échouez, cela pourrait encore signifier deux choses. Soit que vous êtes déjà mort, ou alors que vous êtes immortel. Je deviens fou. C'est aussi une solution. C'est une solution. Ah, le docteur S va venir. J'avais pris rendez-vous. Ah, bon, d'accord. Mais enfin, j'étais ici avant monsieur. Vous faites quoi, vous, dans la vie? Rédacteur en chef d'un journal sportif. Alors, vous ne trouvez pas que le président de 3 grandes sociétés, ça vaut mieux qu'un simple rédacteur en chef, non? C'est à vous que le docteur S veut parler. Qui vous l'a dit? Mais Gabriel, Emmanuel! Mais Raphaël, Julien Portal, Oui. bonjour, je suis le docteur S. Avez-vous peur? Un peu. Avez-vous compris où vous vous trouvez? Dites-moi que ce n'est pas vrai. À 200 à l'heure, vous êtes sorti de la route pour percuter un arbre. Je n'en ai aucun souvenir.
Naturellement, vous dormiez. Laissez-moi consulter votre dossier. Un arbre? J'ai fini écrasé contre un arbre. Heureusement que j'étais seul. Un bon point pour vous. Je ne vous imaginais pas comme ça. C'est-à-dire Belle. 40 ans, né dans une famille aisée, bonnes études, pas de grosses opérations chirurgicales, aucune maladie grave. Je suis un mort en bonne santé. Diverses tentatives professionnelles. Une certaine instabilité vous fait quitter vos places au bout de 2 ans, pas marié. Vous m'acceptez quand même? Je ne vous juge pas, je fais votre bilan. Si j'avais pu imaginer que ma mort aurait d'aussi belles jambes. Vous essayez de me séduire? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? Ne prenez pas ces manières avec moi. Votre dossier mentionne que vous avez voulu frénétiquement les femmes. Elle court vite. Vous couriez derrière, puis devant une fois que vous les avez eues. Vous les avez toutes abandonnées. Est-on coupable de prendre très vite conscience qu'un couple n'a pas d'avenir? Rapidement tout, Je ne suis jamais tombé sur la femme qui m'aurait rendu fidèle. comme si ça dépendait d'elle. J'ai beaucoup fait jouer, j'ai beaucoup fait pleurer. Seul même l'eau. La plupart des femmes que j'ai rencontrées ne voulaient pas l'amour, mais des histoires d'amour. Mais enfin, de quoi parlons-nous? Vous n'allez pas me noter, me faire croire à cette vieille légende de paradis, d'enfer, des âmes qu'on pèse et du jugement dernier. Je refuse que vous me condamniez. Je suis mort. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Vous vous trompez complètement. D'abord, je suis le docteur S. Ensuite, vous n'êtes pas mort. Quoi? Naturellement. Au nom de Dieu, je suis vivant, bien vivant. Je n'ai pas dit cela non plus. Quoi? Que vous êtes vivant. Écoutez, je ne veux même plus essayer de comprendre ce que l'on raconte ici. Puisque je tiens debout, je veux partir. Cela ne dépend pas de vous, Vous comptez m'en empêcher? ni de moi. Écoutez, docteur Machin-Chose, je ne sais pas très bien comment je suis arrivé ici. Sans doute ai-je dû m'endormir au volant, me planter contre un arbre, perdre connaissance le temps que l'on me transporte ici. Maintenant, je me sens tout à fait bien. Je n'ai plus aucun besoin de vous. Je vous tire ma révérence. Salut. Et dites à cet ascenseur de venir. Tenez-vous à recommencer votre circuit? L'ascenseur, les escaliers introuvables, les vitres qui ne se brisent pas? Vous êtes en danger, Julien. En grave danger. Nous devons parler. Vous allez comprendre. Il y a moins d'1 heure, votre voiture, lancée à plus de 200 à l'heure, est sortie de la route pour percuter un arbre. Je préfère ne pas vous décrire l'état de la carrosserie dont vous étiez si fier. Je préfère ne pas vous décrire non plus votre état. Qu'est-ce que vous racontez? L'ambulance vient de vous emmener, inconscient, tuméfié, les genoux cassés, plusieurs côtes enfoncées au service des urgences de l'hôpital Descartes. Une équipe hautement qualifiée s'active autour de vous pour tenter de vous sauver la vie. Ils ne sont pas très optimistes. Ils retiennent leur souffle, le vôtre. Ils font le maximum. Tous les hommes et les femmes qui occupent une chambre ici sont en train sur la terre de vivre des heures cruciales, veillés par des médecins, des infirmiers ou leurs familles, infiltrés de tuyaux, de sérum aux électrodes. Ils sont dans ce que là-bas vous appelez le coma, c'est-à-dire entre la vie et la mort, c'est-à-dire ici. C'est ici que vous devrez attendre, à l'hôtel des deux mondes. Ici, vous êtes délivré des douleurs que votre corps retrouve là-bas. Je ne vous crois pas. Vous voulez me faire gober que mon corps est ailleurs? Avez-vous mal à votre cheville? Vous vous étiez pourtant fait une terrible entorse il y a 2 jours. Vous ne pouviez même plus marcher. Souffrez-vous en ce moment? Vous voyez, votre corps de chair et de nerfs, votre corps rémunéré est en salle de réanimation. Vous êtes ici pour attendre. Attendre quoi? Que votre sort se règle. Soit l'on vous sauve et l'ascenseur vous redescendra sur terre, soit l'on échoue à vous réanimer et l'ascenseur vous mènera vers le haut. Là-haut? C'est assez de nouvelles pour le moment. La mort?
ce que vous appelez la mort. Plus rien? La suppression de cette liste. Mon travail consiste à vous donner l'information nécessaire pour organiser votre passage. Qui vous emploie? Et que signifie couloir A et couloir B? Comment? Vous n'avez pas deviné? Couloir A pour accidenté. Couloir B pour volontaire. Autrement dit, les suicidés. Je ne me suis pas suicidé. J'ai eu un accident. Ah oui? Je ne me suis pas jeté volontairement contre cet arbre. Ah oui. Monsieur Portal, non seulement tout à l'heure vous aviez de l'alcool dans votre sang, mais cela fait des années que vous buvez. Vous avez essayé d'autres drogues, plus douces, plus violentes, plus rares. Et l'alcool a toujours ce qui vous a le mieux permis de vivre. Vos affaires s'écoulèrent, votre journal périclitait. Vous vous en moquiez éperdument. Votre comportement semblait de plus en plus aberrant aux yeux de vos collaborateurs. Depuis des mois, vous aviez lavé toutes les amarres et vous criez visiblement à votre père. Alors comprenez bien que le matin où l'on vous trouve, plein comme une bouteille, écrasé à 200 à l'heure contre un arbre, on n'entend plus que c'est un suicide. Un suicide long et programmé depuis longtemps. Un long suicide? Moi? Oui, l'alcool. Le suicide des lâches. Maintenant, je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas que vous comme patient. Voyance en tout genre, extra-lucidité, astrologie, consultation de vos ancêtres, entraîne de poulet, méditation transcendantale, mage radiant, toutes les sciences de l'Orient et du Moyen-Orient. Évidemment, mon premier nom était Marcel. Marcel Trébuchat. Et rue des Filles du Calvaire, République, Paris. Comment des chromosomes et des ovules, des petites bêtes intelligentes, peuvent-ils se transformer? Voulez-vous que je vous dise ma vie? Vous vous foutez de moi? Un peu, mais il y a des gens qui me demandent que ça. Ils me paient. Sûrement pas ici. Moi aussi, même ici. Vous ne pouvez pas imaginer la cagnotte que je me suis faite en 6 mois. Le seul problème est que cet argent ne nous sert à rien présentement, et que l'avenir est incertain. Enfin, ça occupe. C'est scandaleux. Oh, 6 mois de coma, ça me donne des excuses tout de même. Mais non, je parlais de cet endroit, de cette attente. Bah, cachot pour cachot, quelle différence. D'ici ou d'ailleurs, on ne s'évade que par la fenêtre de la mort, et on ne sait jamais sur quoi elle donne. En bas, on refusait de voir le train. On tournait le dos à la voie ferrée. On se disait que le prochain ne serait pas pour nous. Ici, l'horaire se précise. Et figurez-vous que c'est d'autant plus agréable. Oui, on profite. Maintenant, je me délecte de chaque moment comme d'un bonbon. Je le déplie, je le savoure. Et comment peut-on se distraire ici? Justement, voici ce qui fait toute la différence. Ici, on ne se distrait pas, on s'occupe. Tout d'abord, on rencontre des tas de gens. Oui, si vous avez la chance de rester longtemps en service de réanimation, vous pourrez constater que ça défile beaucoup. Tous les jours, ça rentre, ça sort. Et puis, nous parlons là, comme nous le faisons. Je ne dis rien d'intelligent, ni même d'intéressant, mais nous parlons. Cela veut dire que j'existe. Et vous aussi, et que se tissent entre nous des rapports humains. À quoi bon? À quoi cela mène-t-il d'avoir des rapports humains avec des gens que vous ne verrez sans doute jamais? Si vous n'aimez fréquenter que ce qui dure, allez donc parler aux pierres, aux roches, aux montagnes. Mais je doute, si elles sont aussi intransigeantes que vous, qu'elles ne vous adressent seulement la parole. Boucher. Voyez comme la vie peut être amusante. Oh pardon, comme le coma peut être gai. Je suis déprimé.
J'ai toujours été déprimé. Un enfant gâté, peut-être. Pourquoi dites-vous cela? Parce que vous n'êtes pas franchement laid, que vous n'avez pas l'air tout à fait pauvre. Un enfant qui s'ennuie au milieu des jouets qu'on lui a donnés. Vous me méprisez? Pas du tout. Je suis ravie que les riches aient aussi des problèmes. Je ne comptais pas vous faire pitié. Le manque d'appétit, c'est peut-être le pire des maux. N'être heureux. Avoir la bouche pleine avant d'avoir prié. Recevoir des baisers avant de les avoir demandés. Dépenser de l'argent avant même de l'avoir gagné. Ça ne rend pas très combatif. Pour nous, les mal partis, ce qui nous rend le monde appétissant, c'est qu'il est plein de bonnes choses que nous n'avons pas. Oui, la vie est belle que parce qu'elle est un peu au-dessus de nos moyens. Vous m'avez compris. Par contre, ce que vous n'avez pas compris, c'est que pour nous, pour vous, les ventres vides comme les ventres pleins, la vie est toujours au-dessus de nos moyens. Pardon? Parce qu'elle ne nous appartient pas. Il faut qu'on me la retire pour que j'en voie le prix. Ça a toujours été le problème du paradis. Paradis, ce n'est écrit qu'après la pancarte sortie. Non, c'est pas possible. J'ai vraiment un grelot à la place du cerveau. Depuis hier, je me dis qu'il serait temps maintenant que je pense à des choses importantes, profondes. Au lieu de ça, je fais une fixette sur le mur de ma chambre qui est une tâche que je n'arrive pas à faire partir. Est-ce que tout le monde ici est aussi conne que moi? Ça se discute. Je sais bien que j'ai plein de faux et croix pour y laisser rentrer les grandes pensées. Mais tout de même, j'aurais préféré l'avoir carrément obtus. Vous voyez, être stupide à ne pas m'en rendre compte. J'ai une sœur comme ça. Elle patiente. Normalement, ça ne parle même pas. Ça bouffe du poing. Mais elle cause. Rien ne la retient, rien ne se prend. C'est comme ça qu'il faudrait être. Moi, je suis juste assez intelligente pour être mal à l'aise. Nous sommes tous comme ça. Non, pas ceux qui ont fait des études, ceux qui réfléchissent. Et qu'est-ce qu'ils savent de plus? Je ne sais pas. Mais quand ils savent, ils savent. Et quand ils ne savent pas, ils savent qu'ils ne savent pas. Ils ne pataugent pas comme moi. Si j'avais droit à un deuxième tour, c'est ça que je ferais. Philosophe. Marie Martin, philosophe. Première classe. Être philosophe, est-ce que ça vous empêche de mourir? Non, mais ça doit aider à vivre. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Mais rien. Vous y êtes déjà allé? Non. Alors? C'est la mort. Ça ne vous suffit pas comme information? Non. J'ai encore jamais été morte. La mort, c'est le genre de bazar qu'on connaît pas du tout. Juste par lui dire. Et encore, pardonnerez donc, vu que personne n'en est jamais revenu. Vous qui faisiez les tables tournantes, ils vous disaient bien des choses, les morts. Bien sûr. Quoi, par exemple? Qu'ils détestaient leur belle-mère, qu'ils étaient amoureux de leur secrétaire, qu'ils avaient raté leur vie, qu'ils aimeraient bien reprendre le piano, le crochet, le tricot. Les idioties. Rien d'autre. Être mort ne vous rend pas plus sage. J'aurais cru. Tout de même, il ne vous parlait pas de la façon dont ça se passe, non? Non. Enfin, tout de même, ils vous causeraient. Ça veut dire qu'ils existaient. Enfin, je veux dire que, d'une certaine manière, c'était pas mort. Et ce n'était que son imagination. Évidemment, c'est avec ça que parlent les morts. Effectivement, des fois, j'entendais des voix, des mots, au fond de ma tête, et cela m'arrive aussi au cours de mes rêves, la nuit, comme à chacun, ça ne prouve rien. Ça prouve que vous n'étiez pas un vrai mage. Qui sait? Mais arrêtez de plaisanter. Nous savons tous très bien comment ça se passera. Marie, avez-vous des souvenirs d'avant votre naissance? Non? Eh bien, après votre mort, ce sera pareil. C'est-à-dire rien? Rien. Absolument rien. Le néant. Minute. Entre-temps, entre avant moi et après moi, il s'est passé quelque chose. Moi, j'ai existé. Oui, un match a eu lieu. Un match qui aurait dû ne jamais avoir lieu, mais qui a eu lieu quand même. Un
match idiot, inutile, sans conséquence, une erreur. Vous dites ça juste pour moi ou en général? Je le dis pour vous, pour moi, pour le mage, pour chacun. L'humanité n'est qu'une partie qui finit toujours mal et à laquelle je n'ai pas demandé de participer. Ouais, vous critiquez parce que vous pensez qu'il n'y a rien là-haut. Évidemment, si je n'avais pas été angoissé par l'idée du néant, je me serais peut-être plus accroché aux choses, aux gens aussi. Si on m'avait certifié qu'il y avait une vie après la vie, j'aurais changé, sûrement. C'est étrange. Ce qui vous empêchait d'apprécier la vie, c'était de penser qu'elle se terminait. Et quand vous pendiez? Marie, voyons. Quoi? Vous n'aviez pas envie de lui poser la question, vous? Ah si, mais... Répondez à la question que le mage n'ose pas vous poser parce qu'il est bien élevé. Et quand vous... Chut. Et quand vous... Chut. Alors, aussi... poussière? Non, avec les femmes, c'est même ce que je faisais de mieux. Évidemment, ça ne dure pas trop longtemps. Marie. Heureusement pour vous et pour elle, que vous aviez des amnésies de poussière. Même en marchant dans la rue, je ne croyais pas à la réalité. Je voyais passer des manteaux, des chapeaux, des chaussures. Les gens, je les vidais de leur chair. Je voyais déjà leur squelette. Je songeais que tout disparaîtrait un jour. J'avais une main à l'intérieur de moi qui me retenait d'entrer dans la vie. C'était l'idée de la mort. Si l'on m'avait certifié qu'il y avait une vie après la vie, j'aurais changé. Sûrement. C'est étrange. Ce qui vous empêchait d'apprécier la vie, c'était de penser qu'elle se terminait. Mon pauvre monsieur, c'est triste d'avoir faux partout. Vous vous faisiez une mauvaise idée de la vie que vous connaissiez à cause de la mort que vous ne connaissiez pas. L'ombre faisait de l'ombre à la lumière. Je vois. Dans votre genre, vous êtes aussi calme que moi. Peut-être qu'il y a un jardin là-haut, comme on nous racontait lorsqu'on était petits, avec des arbres, des fleurs. Moi, j'aimerais un jardin. Et puis là, moi, je suis sûre qu'on ne me demandera pas de faire le ménage. Mais arrêtez, il n'y a rien, absolument rien. Nous savons bien que la mort est une fin. Ah oui. Alors dites, monsieur, je sais tout. Vous aviez prévu que vous vous retrouveriez un jour ici? Vu le temps que vous avez mis à comprendre tout à l'heure, soit vous l'aviez oublié, soit c'était bien limité. Naturellement, j'imagine que tout le monde a été reçu par le doctoresse. À part moi. Cher président, personne ne lui a parlé, sinon le nouveau venu. Ce qui fut notre cas à tous. Égalité, cher président. Égalité. Cela veut dire que nous sommes tous traités de la même manière. Non pas qu'il y ait un complot tramé contre vous. J'ai dû quitter ma chambre. Je ne supportais plus leur conversation. À qui? Madame la présidente et mes fils. Comment? Il se trouve ici, avec vous? Lorsque les pensionnaires retournent dans leur chambre, ils peuvent écouter ce qui se dit, en bas, autour de leur lit d'hôpital. Il suffit de mettre les mains sur les oreilles pour écouter. Vous avez de la chance d'avoir toute votre famille autour de vous. Bah, pour entendre ce que j'entends. De quoi parle-t-il? D'argent, de quoi d'autre? Ils veulent tout vendre. Vous leur laissez du bien? Évidemment. Pour qui me prenez-vous? Oh, moi je ne serais pas la plus riche du cimetière. Moi non plus. J'ai tout bouffé. Tout bu. Je n'ai jamais supporté la vision d'un portefeuille plein. Je dépensais. Pas la mentalité pour devenir riche. Pas les ongles assez crochus. Pourtant, vous êtes malhonnête. Généralement, on s'enrichit lorsque l'on est malhonnête. Ça, vous le savez mieux que moi. Pardon? Je lis la presse, monsieur le président. Je n'ai pas oublié les fameux scandales des fausses factures d'Elbec, Pure calomnie. ni l'étrange abolition des marchés d'Elbec. Ragot politique. Et je n'accepte pas d'être tensé par un devant de fête foraine. Chez moi, la malhonnêteté est gravée sur la plaque. Une profession de foi loyale, irréprochable.
Imaginez un instant que je raconte la vérité. Non, madame, je ne vois pas votre avenir dans les cartes. Vu la figure que vous vous trimballez et l'agressivité avec laquelle vous vous adressez au moindre bipède chaussé, je suis à peu près certain que vous n'en rencontrerez plus jamais l'amour. Mes clients me paient. Mais ils me paient pourquoi? Pour que je leur fasse plaisir. Pour qu'en sortant de mon salon, avoir encore envie de vivre. Éprouver de l'espoir ce soir et de l'entrain demain. Si par hasard, j'ai un mauvais pressentiment, comme il m'est arrivé parfois, en reniflant la mort sur un client, je ne dis rien, absolument rien. Je ne suis que scrupule. Tandis que vous, Monsieur le Président, vous prenez l'allure de la respectabilité pour mener vos petites magouilles et vous enrichir aux dépens des autres. Je retourne dans ma chambre. Je préfère encore écouter comment mes lavettes de fils veulent dépenser mon argent. Et de quoi est-il président? Il est né président. À la crèche, il avait déjà un blazer, une cravate sombre, des lunettes, une règle bien tracée dans ses cheveux de nourrisson, et il clamait déjà entre deux bibliothèques. Je suis président! Et ça a marché. Doctoresse, donnez-moi de mes nouvelles. Je vous en donnerai lorsque j'en aurai, madame la tante. Pour l'instant, votre état reste stationnaire. Excusez-moi. Stationnaire. Ça veut dire que je ne bouge pas. Je fais la planche lardée de tuyaux et de bip-bip. Je rôtis lentement. Je me maintiens dans le pire. Allons, j'ai courage. Regardez-moi, ça fait 6 mois. 6 mois comme ça, je ne tiendrai pas. Faudra qu'on me débranche. C'est pas utile que je reste plus longtemps à attendre. Je suis pas bonne à rien faire. Faut que j'ai les mains occupées. C'est ça qui me remplit le cerveau. Si j'ai rien à faire, j'ai peur. Pourquoi? Je sais pas. Je me sens en faute. Est-ce que j'ai le droit de rien foutre comme ça, je me dis? Vous ne vous aimez pas? Vous connaissez quelqu'un qui s'aime, vous? Non. Non? Je suis sûr que vous avez donné beaucoup d'amour à vos filles. Naturellement. C'est dans la nature, ces choses-là. Puis, j'aurais pu en donner plus de l'amour s'il y avait plus de monde qui en avait voulu. Ça vient de moi aussi. Je suis meilleure avec les petits qu'avec les grands. Les petits bouts de chou roses, avec leurs bouches rigolardes et leurs yeux ronds qui vous dévorent d'amour. J'ai toujours quoi leur dire, comment leur faire plaisir, puis leur faire les petits bisous, les petites caresses, ce qu'il faut. Avec les grands, je suis pétrifiée. Je sais plus. J'ai l'impression qu'ils vont se rendre compte De quoi? que je suis pas bien intéressante. Mais qui vous a dit que vous n'étiez pas bien intéressant? Je sais pas. Personne. Mais personne m'a dit le contraire non plus. C'est surtout ça qui m'a manqué. Une petite gentillesse, par-ci, par-là. On peut pas dire que j'ai poussé au compliment. Non, non, non! Il faut absolument que j'arrête ça! Ils veulent vendre! Tout vendre! Et alors? Ce n'est absolument pas le moment de vendre! Le marché est au plus bas! La bourse déprime! Ils vont me faire perdre de l'argent! Il faut que je donne un coup de fil à ma banque! J'exige de parler aux doctoresses! Vous entendez? Je l'exige! Ce sont des pensées sublimes comme celle-ci que vous voudriez avoir? Ce n'est pas parce que mon sang coule dans les veines de ces petits crétins snobs et prétentieux que je vais les laisser dilapider mon argent. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui me prouve que ce sont bien mes fils? Ah, ils sont cons, très cons. Ah oui? Alors ils sont de vous. Ah, doctoresse! Doctoresse, je viens de vous sonner. On ne me sonne pas, monsieur. Mais j'exige! Vous n'avez rien à exiger. Je vous parlerai lorsque votre tour sera venu.
Monsieur le Président, venez parmi nous. Peut-être allez-vous pouvoir nous aider. Nous nous demandions ce qu'il se passerait après la mort. Comment? Vous n'avez pas eu d'éducation religieuse? Vous n'avez donc rien appris? Rien. Vous monterez directement devant Dieu, et là, vous serez jugé en fonction de vos mérites respectifs. Un enfant vous dirait cela. Mes petits-fils, en tout cas. Et vous ne craignez pas ce moment-là? Je me suis préparé. Vous avez la conscience sans tache? Évidemment. Mais, Monsieur le Président, vous ne craignez pas qu'au moment du jugement, les fausses factures... Mais qu'a dit? Vous vous pardonnez? Il se pardonne. Il me pardonnera. C'est incroyable. J'ai longtemps cru que les gens qui se confessaient développaient une grande conscience morale. Au lieu de ça, je remarque que certaines le font comme on veut, pour se décharger, puis recommencer. Que se passe-t-il? Quelqu'un arrive. Madame Martin, voulez-vous bien rester avec moi? C'est mon tour? Oui. C'est une bonne nouvelle, j'espère. Je n'ai pas le droit de plus. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Je vais vous faire comprendre à votre soirée. Oui, il faut m'aider, parce que j'ai le cœur fatigué. C'est amusant, n'est-ce pas, d'avoir le cœur si fragile? C'est la seule chose dont je ne me sois jamais vraiment servi. Allons du courage. C'est pas fatigué qu'il faudrait dire dans mon cas, c'est rouillé. Adieu, Madame Martin. Adieu, docteur, et bonne continuation. Pauvre femme. Vous qui êtes là depuis longtemps, lorsque la journée commence comme ça, cela signifie-t-il que tout le monde va partir vers le haut? Non. Tant mieux. C'est tout l'effet que cela vous fait à vous. Peut-être même que si ça commence par un client qui monte, le suivant descendra. Vous me faites songer à ma tante Zoé, qui tous les matins lisait les décès dans les journaux. Chaque fois qu'elle y trouvait un membre de sa génération, elle glapissait joyeusement. Tiens, un de plus. Comme si voir partir ses contemporains la rendait elle plus vivante. C'est amusant ce que vous me dites là. Ça me fait exactement le même effet. Vous ne pensez qu'à vous. À qui d'autre? Cher ami, j'ai trouvé l'homme qui sait. Je ne tiendrai pas ici. Quelqu'un arrive. Oh, quelle chance! Un nouveau? Oui, je vais chercher son dossier.
Bonjour. Bonjour. N'ayez pas peur. Pourquoi voulez-vous que j'aie peur? Je vous présente Julien. Monsieur le président... Delbecq. Pardon? Delbecq. Et moi-même, Maj Rajapur. Je suis ravie d'être ici. Où croyez-vous être, malheureuse? Le simple fait de pouvoir marcher normalement, sans appareil, sans crispation, sans douleur, suffit à me renseigner. Et puis, être débarrassée de tous ces tuyaux, ces sondes, ces cathéters. J'ai envie de danser. La pauvre enfant, j'ai peur qu'elle croie être morte. Bonjour Laura. Bonjour, doctoresse. Comment? Vous vous connaissez? Laura a déjà fait un séjour ici. J'ai même failli en faire deux. La première fois, au moment où j'ai perdu connaissance, j'ai quitté mon corps et emprunté l'escalier en spirale. J'étais légère, et je montais en rotation, comme aspirée vers une lumière que je distinguais mal. Seulement, je suis redescendue juste avant d'atteindre le palier éblouissant. Oui, ça n'avait été qu'un profond évanouissement. La dernière fois, j'ai passé 3 jours ici. Cette fois-ci, Nous verrons. Êtes-vous gravement malade? la santé n'est pas mon fort. Laura, pouvons-nous aller dans votre chambre? Oh non! Laura, je suis sérieuse. Pouvons-nous aller dans votre chambre? Ma santé n'a rien de confidentiel. Depuis l'enfance, je suis habituée à ce qu'on en parle, qu'on tienne des bulletins autour de mon lit ou de mon fauteuil, qu'on publie des conférences, que tout le monde s'en occupe. C'est peut-être pour ça que je m'y intéresse si peu et que je n'en parle jamais. Je dois vous dire des choses très confidentielles. Ma santé n'a rien de confidentiel. Depuis l'enfance, je suis habituée à ce qu'on en parle, qu'on publie des conférences et des bulletins, que tout le monde s'en occupe. C'est peut-être pour ça que je m'y intéresse si peu et que je n'en parle jamais. Laura, s'il vous plaît, allons dans votre chambre. Qu'avez-vous à m'apprendre? Que mon cœur ne bat presque plus? Qu'il menace maintenant de s'arrêter si on ne grève pas immédiatement? Je le sais déjà. Que je dépende de la bonne volonté du hasard. Qu'il faut que quelqu'un meure rapidement, proprement et brusquement pour que je lui vole son cœur? Je le sais aussi. Vous n'avez pas changé. Pourquoi voulez-vous que je prenne un air grave lorsqu'on me parle de ma santé? Ce serait irrespirable. Advienne ce qui arrivera. À tout à l'heure, ma petite Laura. Docteur, est-il possible que... Non. Jamais rien connu d'aussi humiliant. L'égalité, mon cher, l'égalité. Qu'aimez-vous faire dans la vie? Je ne sais pas. Et vous? C'est décevant comme réponse. Je suis un homme décevant. Que faisiez-vous avant que j'arrive? Oh, comme d'habitude, on disait du mal les uns des autres. On mordait un peu pour se faire les dents. On continue? On ne vous connaît pas encore assez pour bien dire du mal de vous. J'ai une idée. Dites, Vous allez être choqués. dites. Voici. J'aimerais que l'un de vous me fasse un peu la cour. Ridicule. Vous ne voulez pas? Juste pour rire. Vous comprenez? À cause de ma santé, les garçons n'ont jamais été entreprenants avec moi. Alors qu'ici, puisque rien n'est réel, puisque rien ne dure, vous pourriez peut-être faire semblant. Semblant de quoi? Moi, je fais semblant d'être normale. Regardez, je peux bouger, tourner sur moi, danser. Et vous, vous faites semblant d'avoir un flirt avec moi. Oh, s'il vous plaît, dites oui. Non. Juste pour rire. C'est d'accord. Je vais vous faire un brin de cour. Un brin? Un baobab. Faites-le, vous. J'ai la nette impression qu'elle préférerait un brin de votre cour à mon baobab. Ne comptez pas sur moi. C'est elle qui compte sur vous. Je ne veux pas. Pourquoi? Vous ne savez pas? Je connais tous ces mots-là par cœur.
Je les ai vomis 100 000 fois. J'en suis malade d'avance. Pour lui faire plaisir. À quoi bon? Ah, quand vous devez faire plaisir, quand vous devez faire la cour à quelqu'un pour vous faire plaisir, vous trouvez les mots. Mais lorsqu'il s'agit de faire plaisir à quelqu'un d'autre, vous n'êtes plus là. Alors, dites-moi mon enfant, je commence par la lune, les étoiles, les fleurs, les animaux, ou je passe directement à vous? Moi directement. Oh, comme vous l'animez bien. Quoi donc? La gêne. Oui, c'est bien. Je ne fais pas semblant. Oui, c'est bien. Je ne fais pas semblant. Oui, c'est totalement grisant. Vous savez, pour moi, c'est la première fois. Encore? Vous êtes très jolie, mademoiselle. Ah, mais vous aussi, vous êtes très jolie. Vous n'avez pas autre chose à faire ailleurs? Ah, mais vous l'animez bien aussi. Quoi donc? La bêtise. On devient toujours bête lorsqu'on est amoureux. Laura, messieurs, je voudrais maintenant que vous me laissiez seule. C'est tout à fait hors de question. Le mage vient de me demander en mariage. Laura, je suis sérieuse. Mais moi aussi. Je dois parler à Julien. Vous avez bien fait de refuser ce jeu. Sur Terre, je serais sans doute tombée folle amoureuse de vous. Julien, vous venez d'entrer en salle d'opération. L'équipe médicale détecte plusieurs hémorragies internes. Je vais m'en remettre. Ils font tout pour. Vous passez un moment très difficile. Pourquoi me dites-vous cela? Pour ne pas vous le cacher. Comment? C'est tout? C'est assez, non? N'ayez pas peur, Je voudrais vous y voir. mais vous m'y voyez. Excusez-moi, rien de plus commun que de se croire unique. Si vous étiez obligé de voyager dans une malle, préféreriez-vous que la malle soit piquée de clous ou garnie de satin? Satin? Alors n'ayez pas peur, puisque de toute façon vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Préférez le satin au clou, soyez confiants. Avez-vous une idée, vous, de ce qu'il y a là-haut? J'ai de l'espoir, Comment peut-on être aussi optimiste? quand on ne peut pas faire autrement. Je me suis habituée à mettre de l'énergie partout, sans doute parce que je n'en ai pas dans mes muscles. J'aime la vie d'amour non réciproque, mais d'amour fou. J'aime la mort aussi. Vous devez plaire aux hommes. Oh non, je leur fais peur aux hommes. On ne peut pas imaginer qu'un garçon sérieux tombe amoureux de moi. Tout le monde sait que je n'en ai pas pour longtemps à vivre. Tout le monde sait que je ne pourrais sans doute pas porter d'enfant, ni même le mettre au monde. Sur Terre, je suis un simulacre de femme, un fantôme. Je n'offre pas d'avenir. Là-bas, ils vivent comme s'ils étaient immortels. Ils n'aiment pas, ils investissent. Je ne vous crois pas. Une fois, un garçon m'a fait la paix. Il me téléphonait, il m'envoyait des fleurs, il me disait que j'étais la femme la plus importante de sa vie. J'ai presque failli le croire. Puis une amie m'a révélé son histoire. La sœur jumelle de ce garçon était morte de maladie quelques années avant. Il n'arrivait pas à en faire le deuil, il voulait réparer. Vous comprenez? À travers moi, c'est à une autre qu'il s'adressait. J'étais transparente. J'ai refusé de le recevoir. Et le pire, c'est que ça le rendait très malheureux. Et maintenant? Il est marié avec une jeune femme normale. Il attend un bébé et nage dans le bonheur. Son amour pour moi faisait simplement partie de son deuil. Je hais la pitié. Je ne veux pas de la pitié. Je suis salie par la pitié. Croyez-vous que je sois trop orgueilleuse?
Julien, c'est votre tour. Moi, Oui, venez vers l'ascenseur. je vais mourir. Je suis persuadé que je vais mourir. J'ai peur. Il ne faut pas. Moi, je n'ai jamais peur. J'ai peur, Laura. Parlez-moi. Que voulez-vous que je vous dise? Parlez-moi de vous. Vite, de vous. Dépêchez-vous, je n'ai plus qu'une minute. Où habitez-vous? Dans une grande maison au bord de la mer, avec des fenêtres aussi larges que l'horizon. Il y a une plage? Oui, longue, blanche et bleue. J'adore qu'on me promène longuement sur l'allée de la plage. Et puis, qu'aimez-vous faire? Rêver, écouter de la musique, et en écoutant la musique, écouter le silence autour. Et puis, lire, voracement, pour vivre toutes les vies que je ne vivrai pas. et puis, il me semble que j'aimerais être amoureuse. oh, moi aussi. Vous êtes belle. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je le pense depuis que je vous ai vu, mais que je ne m'étais jamais donné la peine de vous le dire. Lorsque les portes de l'ascenseur vous ont laissé entrer, je vous ai trouvé étonnante, étrange, magnifique, comme une perle d'huître sauvage. J'ai pensé, je ne suis pas beau, mais quelle importance puisqu'elle est belle pour deux. Taisez-vous. Et puis, le docteur S vous a appelé Laura. Laura, 2 syllabes simples comme bonjour. Bonjour, Laura. 2 notes qui demandent à la bouche de prendre la forme d'un baiser. J'ai pensé, je ne suis que Julien. Mais quelle importance puisqu'elle est musicale pour deux. Taisez-vous. Ensuite, je vous ai entendu tenir tête au docteur S. On aurait dit une figure de proue qui affrontait souriant l'écume, les embruns et la tempête. J'ai pensé, je ne suis pas courageux. Mais quelle importance puisqu'elle est brave tout pour deux. Taisez-vous. Et sitôt que j'ai senti cette force, j'ai senti sa faiblesse aussi. La faiblesse qui vient de la tension de cette force qui peut se briser tout d'un coup. J'ai pensé que vous aviez peut-être besoin d'une main. Dans une autre vie que je ne raterai pas, j'aurai 2 mains à votre service. Voilà ce que je ne vous ai pas dit. Et encore maintenant, il y a des choses que je ne vous dis pas. Que je voudrais être avec vous dans la grande maison au bord de la mer, écouter la musique et le silence, et vous faire vivre un peu, lire un peu moins, pour vous faire vivre un peu plus. Taisez-vous. Parce que soudain, là, en face de vous, je me sens pris d'une fièvre fulgurante, une fièvre qui me donne de l'air, de l'appétit, de l'enthousiasme, une fièvre à soulever la terre, à vous broyer entre mes bras, à vous rendre vos jambes, une fièvre à faire sonner pleine toutes les heures, à écarter la mort. Tiens, c'est curieux, je n'ai presque plus peur. C'était une fausse alerte. Votre heure n'est pas encore venue. Un incident a dû se produire pendant votre opération. Je vous laisse. Je suis désolée de ce malentendu. Désolé? Julien. Désolé? Désolé? Un malentendu? Trop tard, je l'ai dit. Quoi donc? Que je t'aime. Non, tu n'as rien dit? Si. Non, tu n'as parlé que de détails, de choses concrètes. Tu voulais vivre dans une grande maison au bord de la mer, écouter de la musique, non? Si, ces mots-là, mes lèvres les ont prononcés 100 fois toutes seules, comme un exercice qui appartient à la gymnastique du sexe. Mais pour la première fois, je les ai sentis passer. Ça brûle. Non, tu n'as rien dit. Si, je l'ai dit. Je te le dis. Tu n'as pas pitié, n'est-ce pas? Pas une seconde. C'est injuste. Jusqu'ici, je n'avais jamais eu peur. Et maintenant, j'ai si peur. Peur de quoi? Peur de te perdre. Oh, désolé. Décidément, depuis que tout va bien ici, tout le monde est désolé. Quelle déception! Moi qui pensais vous avoir fait une course si brillante. Je voudrais vous voir. Non, il reste ici. Moi aussi. Plus personne n'a envie de guérir. Bon. Je reprends mon emploi. Confident. C'est habituellement mon rôle dans les histoires d'amour. Sans doute dû à mon physique avantageux. Je sais ce qu'il s'est passé. Pendant un instant, vous avez failli sortir de ce coma. Oui, c'est bien ce qui s'est passé.
Le brouillard s'est dissipé. Et Laura? Je ne peux rien dire. Qu'en pense-t-il là-bas? Il faut qu'on trouve un cœur à lui greffer. C'est la dernière solution. Y a-t-il une chance? Chance, c'est le mot. Il faut que quelqu'un meure pour qu'elle vive. Quelqu'un qu'on amène à l'hôpital Saint-Louis. Et cela dans les heures qui viennent. Et vous ne savez pas? Je ne sais jamais qui va mourir maintenant ou demain. Mais on vous informe. On? Oui, Dieu, le diable, le destin, que sais-je? Il y a bien un grand livre où tout est écrit. Qu'y a-t-il dans vos dossiers? Des éléments. Et alors? Juste quelques éléments. Votre nature, votre santé, votre histoire, mais pas vos choix. Vous arrivez au monde, chargé de données, alourdi d'une hérédité, d'une famille, d'un milieu, attaché à un village. Un pays, tout vous distingue, tout vous différencie. Mais une seule chose, une seule vous rend identique. Vous êtes libre, libre, comprenez-vous? Libre d'abîmer votre corps, libre de vous ouvrir les veines, libre de ne pas guérir d'un chagrin d'amour, libre de vous laisser pourrir dans votre passé, libre de devenir héroïque, libre de rater votre vie. Croyez-moi, il n'y a pas de grand livre du destin. Seulement quelques indications sur une fiche, des données. Ce qu'on ne peut pas calculer, c'est votre liberté. Qu'est-ce que vous me chantez là? Je ne vois pas bien ce que Laura aurait pu choisir. Elle est née avec un organisme qui ne fonctionne pas. Elle pouvait choisir de ne pas les supporter, de jouer les malades et plonger dans la dépression et très vite s'enfoncer dans la mort. Elle a choisi d'aimer la vie quand même, être légère, amoureuse de tout. Sa naissance l'avait mise dans l'ombre, elle a préféré la lumière. Toute personne qui a croisé Laura se souvient d'elle comme un soleil. Je l'aime. Je l'avais compris. C'est idiot, n'est-ce pas? D'aimer, jamais. Par contre, vous devez, par honnêteté, vous demander si vous aimez réellement Laura ou si vous en êtes tombé amoureux que parce que c'était impossible. Je vais la voir. Laissez-la moi quelques instants. Naturellement, le doctoresse s'en va lorsque j'arrive. Je me demande si je ne me suis pas complètement trompé. Moi aussi. On parle, on croit distribuer les bonnes cartes, et on se reçoit violemment le jeu dans la figure. Oui. J'ai fait fausse route. Quoi? Même vous? Décidément, une épidémie de remise en question contamine cet hôtel. Mon jeune ami, seuls les crétins ne changent pas d'avis. Et croyez-moi, j'en ai bien connu. Je n'en doute pas. Je n'aurais jamais dû déclarer au docteur que je faisais partie du Panthers Club. Le doctoresse a dû vouloir y entrer un jour, et mes collègues n'ont pas accepté ce petit professeur d'une clinique de banlieue. Depuis que j'ai prononcé le mot Panthers Club, il me regarde de travers. Il me fait payer son échec. Monsieur le Président, soyez sérieux. Croyez-vous vraiment que quelqu'un se soucie du Panthers Club ici? Évidemment, je ne connais personne qui n'ait un jour fait des pieds et des mains pour entrer au Panthers Club. Monsieur le Président, je n'ai jamais rêvé de rentrer au Panthers Club. Ah? Jamais, et je n'en rêverai jamais. J'y suis. Vous préférez le Taris Club? Non. Je vous dis que le doctoresse s'est définitivement fermé lorsque je me suis réclamé du Panthers Club. Monsieur le Président, avez-vous compris ce que fait le doctoresse du matin au soir? Diriger les êtres humains vers la vie ou la mort? Passer les destins? Non, vous avez cru la petite théorie de ce mage Rajapur sur l'endroit où nous nous trouvons? Oui. Un lieu entre le ciel et la terre, où nous attendrions que notre sort se règle. Vivre ou mourir par l'ascenseur, un hôtel entre deux mondes. Oui. Quelle naïveté! Pourtant, lorsque je suis arrivé, j'ai cru que vous aussi ajoutiez foi à ces... Je fais semblant. L'enturbané le croit. Les pensionnaires le croient. Le doctoresse les laisse croire pour pouvoir continuer son travail. Moi-même, je ferai semblant jusqu'au bout. Il ne faut pas les contrarier. Alors où sommes-nous, d'après vous? Dans un asile d'aliénés.
C'est évident, il n'y a que des fous ici. Et qu'est-ce que vous y faites? Une erreur d'aiguillage. Après ma chute, l'ambulance qui m'a emporté a dû se tromper de service. C'est ce que je me tue à répéter depuis 2 jours au doctoresse. Et comment expliquez-vous que je ne souffre plus de mon entorse et que Laura puisse tourner et virer, elle qui d'habitude ne se déplace qu'en fauteuil? Les pouvoirs de l'autosuggestion. Et que dans votre chambre, vous puissiez entendre converser votre épouse et vos fils? Effectivement, ça c'est étrange. Mais il doit y avoir une explication. L'explication est justement ce que vous niez. Allons, mon jeune ami, soyons sérieux. Un tel endroit est complètement impossible. Il n'est mentionné nulle part. Si vous aviez fait vos études religieuses comme moi, vous le sauriez. Nous montons directement devant Dieu. Peut-être que votre Dieu n'est qu'à l'étape suivante. Ineptie, ce n'est pas dans les textes. Monsieur le Président, regardez cet ascenseur, cette réception. Tout ça n'existe pas, je suis formel. Tout ça n'existe pas. Moi non plus, je n'existe pas. Évidemment, je suis formel. Monsieur le Président, comment pouvez-vous passer à côté des choses et des gens sans les voir? Mais très simplement, mon jeune ami, c'est une question d'éducation. Cela s'appelle avoir des convictions. Vous vous rendez tout de même compte que quelque chose vous échappe? Mais naturellement, et lorsque quelque chose nous échappe, à quoi devons-nous nous raccrocher? À nos convictions. Finalement, vous êtes plus sûr de vos convictions que de la réalité. Naturellement, mon cher, le chemin est obscur, brouillé, confus. C'est pour ça que nous avons nos convictions, pour nous conduire comme un bâton et une lanterne. Sinon, à quoi servirait-il? Vous raisonnez trop. Et vous raisonnez comme un tambour. Ça sonne parce que c'est creux. Pardon? C'est creux. Puis, quel mufle! M'étonne pas que vous préfériez le Taris. Quel dommage que vous n'ayez pas été là la dernière fois. J'espère que vous allez rester longtemps parmi nous. Je l'espère aussi. C'est plus difficile maintenant. Oui, Je ne sais plus trop quoi dire. oui. Nous ne vous dérangeons pas au moins. Ah, mais pas du tout. Vraiment pas une seconde. Je vais en profiter pour lire mon journal. Laisse-le, c'est un doux. C'est un amour sans avenir. L'avenir ne compte pas. Tu as raison. Voilà, on y arrive. On n'a plus besoin de parler. Voulez-vous bien me passer la page boursière? Je vous en prie, faites. Mon crétin de fils aîné prétend que les actions Robina ont baissé. Mais c'est le même journal qu'hier. Naturellement, et qu'avant-hier. Je l'avais lors de mon arrivée, il y a 6 mois. Je le lis tous les jours. C'est idiot. Vous parlez sans savoir, mais moi qui désormais le connais par cœur, je peux vous l'assurer. Le républicain indépendant du 12 avril, on n'a jamais fait mieux. Comment pouvez-vous relire continuellement le même journal? Je ne prétends pas éprouver une réelle sensation de surprise, mais de l'intérêt. Oui, beaucoup d'intérêt. Pour celle qui arrive à cette pauvre femme de 180 kilos qui vient de perdre son travail pour surpoids et qui a 6 enfants à nourrir. Je me demande chaque jour comment va-t-elle faire désormais pour les élever. Et ce cher Premier ministre, dont le parti vient de perdre les élections, chaque jour je me demande comment va-t-il faire pour gouverner. Ah, ça, c'est déjà de l'histoire ancienne. Je peux vous le dire. Non, s'il vous plaît, si vous me donnez la réponse aujourd'hui, comment voulez-vous que demain je me pose la question? Mais enfin, vous vouliez les informations. Je n'aime pas les informations, sinon je ne lirai pas les journaux. J'aime le suspense, le feuilleton de la vie. J'aime me demander ce qu'il se passera demain. J'aime m'imaginer que quelque chose est en train de se produire. Si je voulais apprendre, je lirais des livres d'histoire. Non, mais vous êtes complètement fou.
Si vous incarnez la raison, je veux bien prendre le rôle du fou. Pardon? C'est affligeant de constater à quel point vous manquez de répartie. Tout ce que vous trouvez à répondre lorsque je vous pique, c'est « pardon ». Pardon? Vos réponses sont si plates qu'un jour vous l'aurez cherché. Je ne vous embêterai même plus. Et j'estime qu'on ne doit pas perdre un ami pour un mot d'esprit. Sauf que les mots sont plus fidèles que les amis. Monsieur le Président, c'est votre tour. Ah, enfin. Il était plus que temps de mettre fin à cette erreur scandaleuse. Monsieur le Président, comprenez bien que je n'ai ni le droit ni le pouvoir de vous traiter différemment des autres. Non plus que je n'ai l'opportunité de hâter quoi que ce soit. C'est bon, n'en parlons plus. J'étais pressé, c'est tout. Il faut que j'aille remettre les pendules à l'heure à la maison. J'espère que ce séjour de réflexion vous aura été profitable, cher Président. Oui, je vais refaire mon testament. Je laisserai le minimum à la présidente, je déshériterai mes fils et je créerai une fondation. Une fondation qui portera mon nom. La fondation Delbecq. Et qui aura pour objet d'entretenir ma mémoire. Voulez-vous bien prendre place dans l'ascenseur, Monsieur le Président? Vous savez, je peux vous épauler pour entrer au Panthers Club. Ils n'ont rien à me refuser. Ils ont des ascenseurs à me renvoyer. Alors, c'est dit, je vous parraine. Le docteur préfère le Taris. Arg, le Taris! J'en étais sûr! Cet endroit est un repère de terroristes. Mais où m'emmenez-vous? Vous n'avez pas le droit. Je vous dénoncerai. À l'aide! Quoi? Non, dites-moi que ce n'est pas vrai. Il y retourne. Il a droit à un second tour. Le Président s'est remis de son choc. Il jouit d'une très bonne santé. Évidemment, il n'y a pas de vraie santé sans égoïsme. N'oubliez pas qu'il n'a été renversé que par un vélo. Donnez-moi l'adresse du cycliste, que je lui achète un tank. Alors vous faites mourir Marie et vous réanimez le président? Ça n'a aucun rapport. La mort n'est ni un châtiment, ni une récompense. Chacun de vous voit dans sa mort une affaire personnelle. C'est ridicule. Nul n'y échappe. Pour parler votre langage, je dirais que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui méritait de mourir. Ah oui, vous ne recevez pas d'assassin. Généralement, il meurt de mort violente. Pour le président, ce n'est pas encore l'heure. Et pour ma fille à 20 ans, c'était l'heure. Nous en avons déjà parlé. À 10 ans, 20 ans, 80 ou 100 ans, c'est toujours la même vie qu'on perd. Excusez-moi. La vie est un cadeau qui est fait à tout le monde. Et la mort est également donnée à tout le monde. Le président est une personne comme une autre. Je veux bien respecter tout le monde. J'ai simplement du mal à respecter ceux qui ne respectent personne. Votre fille? Vous aviez une fille? Moi, non. Dites-moi, mon petit, est-ce que là en bas, ils vont vous sortir de l'état où vous êtes? Ça ne dépend plus d'eux. Ils attendent un cœur qu'on puisse me greffer. Tu es inquiète? Pas du tout. Vous êtes très forte. Puisque je n'ai pas de santé dans mon corps, j'ai tenté d'en avoir ailleurs. Je n'ai aucun mérite. Être si souvent souffrante, si souvent assise ou allongée, m'a forcée à réduire mes ambitions. Puisque je ne peux pas me promener, une seule fleur m'enivre autant qu'une journée de promenade dans des jardins de roses. Un rayon de soleil qui glisse entre les fentes du store me donne un vrai bain de plage. Je le laisse glisser sur moi, descendre, chauffer mon cou, ma poitrine, où il me rend plus lourd de l'étoffe du corsage. J'ai froid lorsqu'il s'écarte et va se planter définitivement sur la plante. Le bruit de la pluie et des orages sur le toit m'a fait parcourir toutes les mers du globe, découvrir la tempête, le bateau frappé par les flots,
la récompense d'une côte criardoise au matin, lorsque tout s'est apaisé. Je peux m'occuper des heures avec un bout de laine. Je ne connais que certains chatons pour en profiter autant que moi. En fait, le bonheur est au creux de la main. Il suffit de devenir amnésique, oublier tout de la veille et du lendemain. Si l'on arrive à se faire minuscule en se calant bien dans le présent d'une chaise placée devant la fenêtre, on savoure l'univers entier. Un grand bonheur n'est composé que de toutes petites choses. En ce moment, tu ne peux pas savoir comme je suis proche de toi, pleine de toi, collée à chaque centimètre de ta peau, accrochée à ton souffle. J'épouse tes muscles, je sens ta force, j'imprime tout de toi. Nous faisons l'amour? Oui. Est-il possible qu'il y ait autant de profondeur en une seule seconde, que ce soit si épais? Il peut y avoir une éternité dans une seconde. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Tout d'un coup, c'est devenu trop fort. Je suis épuisée. Viens, allons nous allonger dans ma chambre. On va nous séparer, Julien. Ça va être terrible, on va nous séparer. Allons, il faut avoir confiance. Rien ne dure, Julien, je le sais. On va nous arracher. Viens. Dites-moi, les anges ont-ils aussi des histoires d'amour? Ah, mes salauds, vous ne vous ennuyez pas ici. Mais pour le sexe, comment faites-vous? Ah, il y a quand même une justice. Moi? Non, pas tellement. On ne peut pas dire que j'étais un grand amoureux. Pourquoi? Je n'ai jamais été persuadé que ça pouvait inspirer de grandes passions. Si, décidément, toute ma vie je me suis trompé d'étage. On en reparle un de ces soirs, si vous voulez. Je voudrais vous voir. Vous avez des nouvelles de moi, là en bas? Oui. Ce que je vais faire sort de mes attributions. Selon le règlement, je n'ai pas le droit de vous informer. Mais vous êtes ici depuis 6 mois, et je me suis attachée à vous. Ça sent le brûler, ce que vous me dites là. Il n'y a pas de progrès notable dans votre état. L'équipe médicale songe à vous débrancher. Vous pouvez le dire, se faire débrancher comme un séchoir à cheveux. Je n'avais pas réalisé que ma vie était tombée si bas, que ma vie ne tenait qu'à un fil, dans une prise, à la merci d'un infirmier qui s'y prendrait les pieds. Qu'attendent-ils? La permission. Ah, ça c'est trop fort. Et qui peut la leur donner? Votre neveu, c'est le seul parent qui vous reste. Mon Dieu, ce petit morveux qui avait toujours des coulées jaunâtres sous le nez. J'espère qu'il se souviendra de tous les bonbons à la fraise que je lui ai achetés et des Noëls que nous avons passés ensemble. J'espère qu'il ne s'est jamais rendu compte que j'ai toujours triché aux cartes avec lui. Pour le moment, il n'arrive pas à le joindre. Le cher petit finit ses études aux États-Unis. C'est grand, les États-Unis. N'ayez pas de faux espoirs, ils le contacteront, et vous ne sortirez pas de ce coma. J'ai compris. Un instant, docteur. J'ai quelque chose à vous demander, mais j'aimerais être sûr que vous me répondiez oui. Alors c'est déjà non. Accordez-moi une seconde. J'aimerais que quoi qu'il arrive, Laura et moi fassions le même trajet dans l'ascenseur. Soit que nous retournions ensemble sur Terre, soit que nous montions ensemble là-haut. Croyez-vous qu'il y ait quelque chose là-haut? Avant, le hasard me suffisait à expliquer un univers qui me dégoûtait. Oui, un brassage, une mixture. Ce devait être ça la recette de cette mauvaise soupe. Mais lorsque je regarde Laura, les molécules qui se culbutent au hasard seraient responsables de Laura. Les chocs qui font les graviers et la fumée seraient responsables de la beauté de Laura, du sourire de Laura,
De l'esprit de Laura? Peut-être. Non. Maintenant, j'ai une raison d'être optimiste. Elle s'appelle Laura. N'avez-vous plus peur de la mort? Moins. Un Dieu qui vous fait être peut aussi être un Dieu qui vous fait disparaître. Pourquoi être une fois si ce n'est pour être toujours? C'est déjà bien que les choses soient, pourquoi voudriez-vous qu'elles durent? On ne nous a pas donné l'intelligence pour nous la supprimer. Sinon, c'était un cadeau inutile, empoisonné, une matière qui pleure sur elle-même. Est-elle encore de la matière? La conscience, est-ce juste une chair qui saigne, ou bien ce qui s'élève au-dessus de la viande? C'est le rasoir de la conscience. Permet-elle de désespérer ou d'espérer? Est-elle conscience d'une tragédie ou conscience d'un mystère? Je fais le pari. Savoir qu'on meurt est un signe. De quoi? Le signe qu'on ne fera pas que mourir. Tout est obscur pourtant. Là où je voyais de l'obscurité, je veux voir une promesse de lumière. Et tout cela, vous le devez à Laura? Qu'est-ce qu'un miracle, sinon ce qui donne la foi? Laura est mon miracle. Évidemment. Un miracle suffit. Maintenant, je suis confiant. Je veux espérer dans ce que je ne comprends pas. Laissez-nous partir ensemble. Je voudrais pouvoir vous dire oui. Dites oui. Je n'ai aucun pouvoir. Aucun. Ah. Le sort de Laura dépend des circonstances. Je ne commande pas aux circonstances. Bien sûr, bien sûr. Je retourne voir Laura. Je suis idiot de passer tant de temps loin d'elle. Merci. Rude métier. S'occuper des autres, gagner leur confiance, et puis subitement leur avouer qu'on n'a aucun pouvoir. Vous me plaisez, docteur. Au début, je vous trouvais rude. Je vous en voulais de ne même pas nous donner de réponse. Vous ne vouliez pas de réponse. Vous voulez vous nourrir d'illusions. Et oui, les convictions, comme le président. Les convictions, l'arme des faibles et des inquiets. Même les convictions négatives valaient mieux qu'un doute. Je voulais qu'on me dise, c'est comme ceci, pas comme cela. Et puis, vous avez appris à vous contenter d'hypothèses. Comme c'est bon, jouer avec les hypothèses comme avec des bulles de savon. Et quand on ne sait plus, imaginez encore. Tenez. Docteur, voici le numéro de téléphone de mon neveu, qu'on l'appelle pour me débrancher. C'est inutile. Ce qui arrivera, arrivera. Je vous en supplie, docteur, il faut faire vite. Laura se trouve à Saint-Louis, comme moi. La manœuvre est toute simple. Il suffit d'arracher un fil, de me prendre un petit morceau de chair à l'intérieur de la poitrine et de le descendre à l'étage d'en dessous. Vous me demandez quelque chose d'interdit. N'en avez-vous pas assez de voir défiler les gens, les voir prendre conscience de tout ce qu'ils ont raté ou réussi, les voir peut-être devenir meilleurs, et puis hop, tout cela ne sert à rien? N'en avez-vous pas assez que le destin soit une loterie, que le brassage soit le seul critère? Pourquoi ce grand silence de Dieu? Dieu est-il lui-même dans le coma? Pourquoi ne répond-il pas? Réanimez-le, faites quelque chose. Ça fait des siècles qu'on parle de lui à son chevet. Qu'il se réveille, ou s'il s'en fout vraiment, s'il roupille définitivement, remplacez-le vous, jouez la Providence. Ne soyez pas naïfs, la Providence, que l'univers tienne compte de vos mérites, que le bon soit récompensé et le mauvais châtié, que la maladie punisse, que la bonté repousse la mort. Oui, une justice. N'importe quoi qui ressemblerait à une justice, même une justice injuste, des dieux capricieux ou partisans. Oui, même un Dieu terriblement arbitraire. Cela voudrait dire qu'il y a une pensée, un ordre, quelque chose qui ferait penser à de l'homme au-dessus de vous. Au lieu de cela, la vie est celle qu'elle est, sourde, aveugle, indifférente. La matière se fout de votre courage et de votre dignité. Et la volonté, ma volonté, la vôtre? Vous séjournez dans l'endroit du monde où la volonté est la moins présente. La liberté n'existe qu'à condition qu'on y croit et qu'on l'affirme. D'accord, l'ordre de la matière suit ses propres lois de composition et de décomposition. Mais est-ce qu'une fois, une seule, vous ne voudriez pas mettre volontairement un petit grain de sable différent dans la machine indifférente? Un tout petit grain de sable, tout simplement humain, pour en finir avec le hasard. Et puis, docteur, imaginez quelle volupté d'enfreindre le règlement. Pourquoi ne pouvez-vous donc pas vous empêcher de mêler des sottises à des réflexions intelligentes? Parfois, lorsque j'étais petit, je grimpais dans le prunier du jardin,
et je regardais d'en haut tout l'univers de notre village, et je me sentais galvanisé, différent, supérieur. Si je veux, pensais-je, je peux m'empêcher de respirer. Et je retenais ma respiration. Plus c'était difficile, plus je devenais rouge, avec la chaleur qui enflait mes veines du cou. Plus je me sentais invulnérable, fort. D'autres jours, je pensais, si je veux, je ne mourrai pas. Ça me semblait facile, d'autant plus facile que sur le moment, il n'y avait rien à faire. Plus tard, je finis par constater que je n'y échapperai pas. Inéluctable. Voici, docteur, la première leçon de mon si long séjour ici. Accepter l'inéluctable. Maintenant, j'aimerais qu'on se serve de moi pour faire vivre la petite. Mon cœur battra à la place du sien. J'aurai fait le cadeau de ma mort. Voici, docteur, ma seconde leçon ici. Aimer l'inéluctable. Je t'assure, je sais qu'on oublie tout ce qui s'est passé ici lorsqu'on revient sur Terre. Je n'avais gardé aucune conscience de mon premier séjour. La mémoire ne m'est revenue que lorsque les portes de l'ascenseur se sont écartées. Julien, et si nous n'allions pas nous reconnaître sur Terre? Je ne me fais pas de soucis, je te reconnaîtrai. Non. Un jour, nous allons nous croiser, n'importe où, dans un couloir, dans une rue, et ton regard passera au-dessus de moi. Tu ne m'apercevras même pas. Impossible, je te chercherai partout. Moi aussi. Cependant, je veux que tu t'entraînes. Quoi? Je sais une chose qu'ignore même le docteur S. Lors de mon précédent séjour, j'avais commencé à apprendre le tango avec Juan, un homme qui se trouvait ici. Comment? Il avait plus de 80 ans. Il était tellement heureux de se retrouver souple, décloué de ses rhumatismes qu'il voulait danser. Je lui ai servi de partenaire. Je n'avais jamais dansé. Soit. Écoute, lorsque je suis redescendue, j'ai oublié cet hôtel, et Juan, et les leçons de tango. Mais mon pied savait toujours les pas. Je les esquissais malgré moi. La conscience oublie tout de ce qui s'est passé ici, mais la peau en garde la trace. Nous devons nous entraîner. Je veux être certaine que nos corps se reconnaissent. Si tes mains ne sentent pas ça, ce n'est pas moi. Je t'aime. Sans mes cheveux. Une odeur d'herbe fraîchement coupée et un parfum de poire. Si tu ne sens pas ça, ce n'est pas moi. Je t'aime. Regarde mes yeux. Des fils verts et violets. Combien? Je ne sais pas. Il y en a plus de 1000. S'il y en a moins de 1000, ce n'est pas moi. Je t'aime. Embrasse-moi. Je n'oublierai pas. Je suis idiote. Tu vas me chercher dans des tas de femmes qui ne seront pas moi. Et lorsqu'elles te souriront toutes. Tu leur parleras, tu leur feras la cour, tu les embrasseras. Non, je vais obtenir le contraire de ce que je cherche. Non, il faut vite trouver autre chose. Je vais t'apprendre un code secret. Je t'embrasse les oreilles. 1, 2. Je t'embrasse le front. 1, 2, 3, 4. Je t'embrasse les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je t'embrasse les lèvres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est très bien. Répétons. Tu m'embrasses les oreilles. 1, 2. Tu m'embrasses le front. 1, 2, 3, 4. Tu m'embrasses les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu m'embrasses les lèvres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois. Julien, je voudrais vous voir. Bien. La carte est tombée par hasard de votre veste. Un infirmier l'a ramassée et l'a apportée au médecin. Par hasard? Par hasard. Le hasard fait bien les choses. Parfois. Il l'appelle. Celui-ci découvre avec surprise votre état. Il est embarrassé. Il dit qu'il n'est pas pour l'acharnement thérapeutique. Il dit aussi qu'il vous aimait beaucoup. Qu'il m'aimait beaucoup.
sentez pas bien? Si. Vous savez, j'avais une fille autrefois. Elle vous ressemblait un peu. Les mêmes petits yeux ironiques qui avaient l'air de se ficher du monde. La même impertinence dans le profil. Cet air crâne de celle qui ne se laisse pas impressionner par la vie. Les mêmes cheveux lourds, soyeux, comme de la bonne santé qui ruisselle. Quand je la regardais, je la trouvais tellement femme, tellement belle, que je me disais, ce n'est pas possible, elle n'a pas pu venir de toi. Elle avait des pouvoirs magiques. Lorsqu'elle rentrait dans une pièce, elle faisait fondre toutes les médiocrités de l'existence. À l'époque, j'étais représentant de commerce. Des journées de voyage, des nuits d'hôtel interchangeables, des clients qui me claquaient la porte au nez. Mais au fond des ténèbres, j'avais ma veilleuse, ma lumière, ma fille. Tout d'un coup, mes affaires sont devenues meilleures. J'ai décroché de gros contrats outre-Atlantique. Un jour, alors que j'étais au fin fond des États-Unis, dans un motel, elle m'a appelé. Elle avait la voix humide. « Papa, je suis un peu malade. » Elle a dû être internée à l'hôpital. J'étais coincé de l'autre côté de l'océan. Je faisais pour mon entreprise la plus grosse affaire commerciale imaginable. J'étais ligoté à ce succès. J'en éprouvais une certaine euphorie. J'entendais au téléphone sa voix toujours plus faible, mais je me disais qu'elle était jeune et forte et que sitôt son père rentrerait, elle retrouverait la santé et le moral. Une maladie l'a fait mourir à 20 ans. Un virus, une machine de guerre implacable qui grignote les forces et les chairs et qui un jour ne vous laisse qu'un tout petit cadavre sur un lit. Je suis arrivé trop tard, juste après. J'ai quitté mon travail, fait tourner les tables, briller les boules de cristal. Je voulais qu'elle me parle, qu'elle n'ait pas disparu. Mais je n'obtenais que du silence. Alors je suis devenu mage Rajapour, toujours coiffé de ce fichu turban d'opérette, qui me servait d'abord de bâillon pour m'empêcher de hurler de douleur. Les souvenirs que l'on garde d'un enfant mort sont comme protégés dans un sanctuaire, protégés par la peine. Ils n'ont pas la même étoffe que les autres souvenirs, intouchables, infroissables. Je n'ai rien su faire pour elle. Vous ne pouviez pas. Je n'étais même pas là. Vous ne pouviez pas. Je me sentais coupable. J'aurais voulu réparer. Réparer? On ne répare pas. Si, je l'ai fait un jour, avec quelqu'un d'autre. Vraiment? Oui. Ce jour-là dut être merveilleux. Merveilleux. Vous savez, je vous aime bien. Tout le monde ici se moque un peu de vous, mais moi je vous aime bien. Merci. Laura, je suis désolée de vous demander de me laisser seule avec le mage. Bien, docteur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Excusez-moi, nous sommes déjà en retard. Est-ce que cela va marcher? Mettez-vous dans l'ascenseur. Je sais que vous n'avez pas le droit de me le dire, mais est-ce que cela va marcher? L'équipe médicale a décidé de greffer votre cœur à la place de celui de Laura. Merci. Non, ne dites rien. Personne ne m'a jamais dit merci, surtout en partant vers le haut. Merci. Je sais, c'est contre la règle. Allez vite me chercher Laura. Laura, c'est votre tour. Non, pas déjà. Et le mage? J'aurais voulu embrasser le mage. Confiance, mon amour.
Merci, docteur, de m'avoir dit ce qu'avait fait le mage tout à l'heure. Sinon, je n'aurais pas eu le courage d'accompagner Laura jusqu'à l'ascenseur. C'était le deuxième miracle. Taisez-vous. Rien ne se passe selon la règle. Demain, ce sera différent. Vous avez raison. Demain ne sera pas différent. Ce sera bientôt votre tour. Dans quel sens? Je ne le sais pas. Docteur, connaissez-vous ce qu'il y a là-haut? Non. Pourquoi vous appelle-t-on docteur? C'est ainsi que vous m'avez perçu. Cela peut changer. Cela dépend des moments. Vous, par exemple, vous m'avez prise pour une femme. Pardon? Le président Delbecq me voyait comme un homme. Tout cela me dépasse. Moi aussi. Pour moi, comme pour vous, la mort n'est pas un fait, mais un mystère. Vous en savez plus que vous ne m'en dites. Si la vie est un don, qui nous a fait ce don? À votre avis? Je vous le demande. Moi aussi. Dieu? La vie elle-même? Même à cette question, les réponses sont des points d'interrogation. Dieu, la vie elle-même, qu'est-ce que cela change? De toute façon, cela voudrait dire que vous avez des dettes. Des dettes? Oui, on vous a fait un cadeau, il faut savoir le recevoir. Bien sûr. Puis, le soigner. Oui. Et enfin, le transmettre, le cadeau. Donner la vie à votre tour. Des enfants, des actes, des œuvres, de l'amour. Bien sûr. Et peut-être que comme ça, à la fin de notre temps, quand le cadeau sera justement en train de s'épuiser, nous l'aurons peut-être enfin mérité. Peut-être. Alors vous ne savez pas ce qu'est la mort. La pire des choses qui pourraient arriver à cette question, c'est une réponse. C'est votre tour. C'est étrange. Même si je devais mourir, je serais serein. La confiance. Pourtant, je n'en sais pas plus. Mais je suis moins effrayé par ce que j'ignore. La confiance est une petite flamme qui n'éclaire rien, mais qui tient chaud. Docteur, si Laura et moi devions nous retrouver sur Terre, croyez-vous que nous nous reconnaîtrons? Je le crois. Sitôt sorti de l'ascenseur, vous oublierez tout. Mais il existe sur Terre une mémoire profonde. Tapis dans les replis de l'esprit, qui se réactive au premier regard que deux individus s'adressent et qui les font se reconnaître. Cela s'appelle le coup de foudre.
parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal.